Cher président de la CEPANSO, merci et puis félicitations pour ton dynamisme qui est bien utile dans ce département, qui est un département du Sud-Ouest, où évidemment les idées d'écologie, de protection de la nature, de protection du vivant ne sont pas à la pointe de la culture régionale. Ceux qui viennent d'ailleurs savent qu'ici on a quelques retards de quelques décennies, mais c'est comme ça. Alors, CEPANSO, Convention Vie et Nature, et puis autres. LPO, Société Nationale de Protection de la Nature, les associations de protection animale. Certains peuvent nous dire, oh là 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 là, ça fait beaucoup d'associations et peut-être trop. Et chacune de ces associations n'a peut-être pas suffisamment de militants, d'adhérents, de relais. Et au fond, si tout ça fusionnait, est-ce que ce ne serait pas mieux? Alors il faut que vous sachiez une chose, c'est que ces associations ne sont pas concurrentes. Elles sont totalement complémentaires. Leurs objectifs tendent évidemment globalement à défendre une certaine idée du vivant, de la nature, de l'environnement, comme disent les technocrates, et un terme que je n'aime pas beaucoup, et je vous dirai pourquoi dans quelques secondes. Mais toutes ces associations donc défendent, mais elles le font chacune à leur manière, avec leur spécificité. La spécificité de la Convention Vie et Nature, évidemment, comme son nom l'indique, qui est une association nationale, c'est de poser le problème éthique du rapport au vivant. C'est-à-dire se poser la question, comment l'homme interfère-t-il avec la terre, avec la végétation, avec la faune, et qu'est-ce que nous sommes dans cet univers, en quelque sorte. Ça va loin, ça touche à la racine. C'est pour ça que nous sommes des écologistes dits radicaux. Le parti radical, qui était radicalement républicain, n'était pas un parti extrémiste. Édouard Herriot n'était pas un homme le couteau entre les dents, mais il était radicalement républicain, comme nous sommes radicalement attachés à une certaine idée de l'écologie. C'est-à-dire que nous allons à la racine, on essaie de raisonner sur ce qu'est l'homme, d'où il vient, et peut-être là où il va. Vous voyez que c'est un vaste débat qui dépasse largement la protection animale telle que peut le concevoir une SPA, qui s'occupe très justement et très utilement de la protection des chats, des chiens, des lapins et autre chose. Nous raisonnons en termes de vivant et du rapport à la vie. Cette idée n'a pas pris beaucoup dans notre pays, qui a connu un certain retard. On peut d'ailleurs s'interroger pourquoi. Les idées que nous défendons sont plus enseignées dans les universités anglo-saxonnes, en Angleterre, en Australie, aux États-Unis, au Canada, qu'en France. L'idée de l'éthique animale est une idée neuve. Or, neuve, entendons-nous, c'est-à-dire qu'elle n'a que, en gros, quelques siècles. Ce qui n'est rien du tout pour l'histoire de l'humanité. Pendant longtemps, l'homme a vécu en théocratie. Il y a encore des pays dans le monde qui vivent en théocratie. Vous en connaissez malheureusement pour eux. Nous vivons, nous, en démocratie, et au XVIIIe siècle, les philosophes ont compris qu'il fallait mettre l'homme au centre des préoccupations, là où avant, ils avaient mis des dieux. Ah, jusque-là, c'était les dieux qui étaient les plus importants, jusqu'au XVIIIe siècle, et puis au XVIIIe siècle, globalement, les philosophes ont dit non, c'est l'homme. C'était un progrès. Ils élargissaient le cercle de l'empathie. Nous sommes pour aller plus loin. On ne revient pas sur l'humanisme. On ne revient pas en arrière. Nous ne sommes pas anti-humanistes. Mais nous voulons dépasser l'anthropocentrisme, c'est-à-dire le fait que l'homme soit au centre de tout, pour dire non. Ce qui est au centre de tout, c'est le vivant. Et nous participons de ce vivant. Nous sommes une espèce parmi d'autres espèces, fruit d'une longue évolution qui est apparue il y a quelques millions d'années, mais quelques millions d'années, au regard de l'histoire de la planète, c'est rien, mais nous sommes qu'une espèce qui elle-même évoluera. Dites-vous bien, qu'est-ce que nous serons dans 10 000 ans ou 20 000 ans? 20 000 ans, c'est rien du tout. Au niveau géologique, au niveau de l'histoire de la planète, c'est rien du tout. 20 000 ans, mais il y a 20 000 ans, il y avait la grotte de Lascaux. Alors, il y a eu du chemin parcouru depuis, et il y aura du chemin à parcourir jusqu'à atteindre les 20 000 ans. C'est pas sûr que nous y atteignions, d'ailleurs. Donc, le rapport au vivant, c'est quelque chose qui nous préoccupe. Et dès le XVIIIe siècle, il y a des philosophes, notamment anglais, je pense à Bentham,
qui se sont posé la question de savoir, au fond, l'animal, dans tout ça, qu'est-ce que c'est? On le traite comme une chose, comme un objet, on l'utilise comme marchandise, mais qu'est-il? Un chien, un chat, un chevreuil, un mouton, qu'est-ce que c'est? Une chose? Une machine? Un produit? Non, c'est un être vivant. Si vous l'examinez, sans entrer dans la génétique, vous voyez déjà un certain nombre de ressemblances morphologiques. Vous prenez un mammifère, vous trouvez quoi dans un mammifère? En le découpant, vous trouvez une zone cérébrale, un cerveau, dans une boîte crânienne, une moelle épinière, dans une colonne vertébrale, et des organes qui, au fond, ressemblent fort aux nôtres. Du point de vue anatomique, les animaux mammifères nous ressemblent beaucoup. Et puis de l'anatomie, on est passé à la physiologie. Et on a vu que ça fonctionnait un peu pareil. Un système nerveux, que ce soit le système nerveux d'une vache, d'un bœuf, ou que ce soit le système nerveux d'un homme, ça fonctionne avec des transmetteurs qui ressemblent fort aux nôtres. Et alors, notre époque a été plus loin, puisque maintenant on fait de l'analyse génétique, et là on se rend compte finalement qu'entre les espèces, il y a une filiation nécessaire. Entre le chimpanzé et nous, il n'y a jamais que 1 à 2% de différence de code génétique. Ça fait toute la différence, remarquez, mais ça montre bien que nous participons du vivant et que nous ne sommes pas des êtres extraterrestres venus d'ailleurs, que nous sommes une espèce parmi les autres espèces. Donc, les philosophes se sont dit, mais alors, de cet enseignement-là des sciences, il faut tirer des conséquences philosophiques. Et la grande question, c'est pas de savoir si les animaux sont aussi intelligents que nous, il n'en est rien. Ils ne sont pas capables de résoudre une équation mathématique, ni d'écrire un traité de philosophie. Mais c'est pas ça qui est important. Un enfant en bas âge, un vieillard sénile ne l'est pas non plus, ne le sont pas non plus. Et c'est pas pour autant qu'il faut les torturer. Si vous avez un débile mental, c'est pas pour autant qu'il faut le soumettre à la torture, à des sévices. Il faut le traiter avec déférence, avec respect, avec compassion. Un animal, c'est pareil. Les animaux ne pensent pas comme nous, mais ils souffrent comme nous. Et c'est ça qui est fondamental, c'est cette capacité qu'ils ont de souffrir qu'ils appellent une protection.